Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est tournée le dimanche, elle sera diffusée le mardi. Circonstance exceptionnelle, ce dimanche matin, à l'aube, j'ai perdu ma belle-mère. Bon, elle était déjà très âgée, et Dieu l'a rappelé à lui. Bon, donc, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on a été pris de court quand même, et on s'est rendu au cimetière. Un des principaux cimetières de la ville de Sao Paulo. Bon, j'allais dire artiste un jour, artiste toujours, hein. Donc je suis parti, j'ai accompagné ma femme avec moi muni de mon petit carnet, mon stylo bic et j'ai regardé. Voilà. Et venant du Maroc, hein, donc connaissant ce que c'est que les rituels de la mort au Maroc et ce que c'est qu'un cimetière marocain. Bon. Donc déjà quand tu arrives dans un cimetière brésilien, tu es déjà étonné quand tu viens je compare par rapport au Maroc par l'existence de rues pavées, asphaltées, la présence partout de statues plutôt intéressantes, Jésus, Marie, hein, voire des statues un peu plus monumentales, de familles entières qui ont représentées par des statues, voilà, le patriarche, tout ça. Pas mal de noms issus du monde arabe. Les Libanais ont quand même peuplé pas mal ce pays. Il y a pas mal de familles, famille Abdallah, famille Haddad, tout ça. Des catholiques certainement, mais avec des noms qui sont quand même des noms arabes. Haddad, Kassab, bon, pas mal de familles italiennes, évidemment, parce que Sao Paulo étant une extension dans un sens de l'Italie, d'un point de vue de peuplement. Et tu arrives, donc le calme, pas de bruit, pas de mendiants, pas de vieilles dames qui vendent de l'eau ou de je sais pas quoi. Enfin, tu es à l'aise pour souffrir et prier. Bon. Voilà. Ce n'est pas du tout le cas dans un cimetière marocain où tu n'as pas d'allée, tu te faufiles entre les tombes, et d'un jour sur l'autre, le chemin change. C'est-à-dire que le GPS ne sert à rien, puisque Google ne passe pas tous les jours avec le satellite pour cartographie. C'est-à-dire que tu passes, le lendemain, on te met une tombe, là où il y avait le chemin de passage. On te met une tombe, voilà. Quelqu'un a payé plus que toi, ou voilà. Voilà, parfois on te met des tombes de bébés toutes petites sur le chemin de passage. Donc tu dois les enjamber, ce qui est absolument, enfin, qui est en général une malpoli, discourtois pour pas dire autre chose. Voilà. Donc tu es obligé. Il y a des scorpions dans les cimetières marocains. Les toilettes sont bouchées. Bon, j'ai raconté ça dans un livre. Là, là tu es vraiment à l'aise. Il y a des arbres, il y a des fleurs, voilà. Et puis, il y a un directeur du cimetière. Au Maroc, j'ai jamais vu le directeur du cimetière. Il n'existe pas. Tu as un gars qui vit là-bas avec femme et enfants, qui sert je sais pas quoi, de gardien, de préposé, voilà. Ici, tu as des factures. Au cimetière marocain, tu n'as pas de facture. Tout est au black, hein. Pas de facture. Bon, donc on s'assoit, tout ça, tout se passe bien, informatisé, tout ça. Et à un moment donné, le tiers-monde te rattrape quand même, hein. C'est-à-dire que on se rend alors, je sais pas comment on dit ça en français maintenant, euh, au- à l'endroit où il y a le caveau, on va dire, familial, pour voir s'il y a de la place et tout ça pour enterrer ma belle-mère. Et donc là, c'est ouvert, tout ça. La police se rend sur place. Donc moi, je suis déjà surpris de voir deux flics qui nous attendaient avec une voiture et un monsieur en bleu de travail voilà, qui avait déjà ouvert le caveau. Bon, bonjour, bonjour, on discute. Et puis ma femme dit, mais purée, où sont partis les plaques en bronze où il y avait... Parce que moi, je lui pose la question, je lui dis, c'est qui Louis? Elle me dit, Louis, c'est mon arrière-grand-père, venu d'Italie. Et il me dit, regarde, parce que j'ai lu Louis sur une plaque. Elle me dit, mais où sont les autres plaques? Il y a 6 plaques en bronze qui ont été volées. Et là, le policier dit, bah, vous savez, madame, les drogués sautent la barrière du cimetière et le soir, ils volent les plaques. Bon, j'avais envie de lui dire, et vous, vous faites quoi? Mais bon, c'est pas mes batailles. Enfin, je vais pas faire de la politique dans le familial, puis ça sert à rien. Et ma femme elle dit, mais pourquoi ils n'ont pas volé la plaque de Louis? Ils ont volé toutes les plaques, mais pas celle de mon arrière-grand-père. Je lui dis, mais regardez, madame, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Et qu'elle est un peu décollée. Bon, au revoir, messieurs de la police. Nous, on repart continuer la paperasse.
et tu te dis, sur le chemin du retour dans un Uber, tu te dis, et on appelle ça le progrès, on appelle ça une démocratie, on appelle ça l'état de droit. C'est-à-dire qu'on n'est même pas foutu, nous, en tant qu'êtres humains, hommes et femmes, de garantir la sépulture de nos parents, de nos aïeux. On ne garantit pas la sépulture. Parce que tu payes, ça tu payes, hein. Tu payes, mais voilà, tu es un drogué au crack voilà, qui profane la sépulture. Je veux dire, dans une civilisation, enterrer les morts, c'est le béaba du béaba du béaba du béaba, hein. C'est ça et l'inceste. L'inceste et les morts. Donner une sépulture, comme on disait, comment on dit en espagnol, darle cristiana sepultura. Tu as enterré les morts et éviter qu'ils soient bouffés par les hyènes ou les chiens. C'est le socle commun, comme on disait à mon époque au lycée. Bon, maintenant au lycée, il n'y a plus de socle commun. Il n'y a que du woke et du transgenrisme. Et, et de la repentance, surtout avec M. Papendiaï. Mais bon, peu importe. Oui, voilà. On n'est pas foutu de faire ce que nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire de préserver les cimetières. Alors que nous, on coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que notre empreinte carbone, faire plaisir à Madame Rousseau, Sandrine, elle est énorme par rapport à celle de nos grands-parents, mais juste de manière exponentielle, elle est énorme. Notre budget, il est énorme. Ce que nous payons comme impôt, c'est énorme. Donc on dépense un pognon de dingue pour faire moins que nos aïeux. C'est que nous sommes moins bons. C'est que nous sommes en train de devenir des sous-hommes et des sous-femmes. Derrière nos iPhones et nos caméras à haute définition et nos drones et notre repentance et notre urgence climatique. Bon sang de bonsoir, l'urgence climatique c'est important, mais il y a plus urgent. C'est ce que c'est de plus urgent? Défendre ta famille. J'ai l'impression que toute ma génération, elle défend le climat pour pas avoir à défendre sa famille. Avec le poing, l'épée et l'âme. Je te dis, on n'est pas foutu de défendre un cimetière au cœur de la ville la plus riche du Brésil. Voilà. Je pense qu'en France, vous avez même des sujets similaires. Peut-être pas dans les cimetières, mais ailleurs. On n'est même pas foutu de défendre nos femmes. C'est-à-dire que si moi, un type m'attaque ou m'attaque ma femme, je le tue, je vais en tôle. Je vais en tôle. La légitime défense n'est plus acceptée. Bon, elle est encore quelque part dans la Constitution, je ne sais pas où, mais elle n'est plus appliquée. Les juges ne veulent pas de ça. D'ailleurs, ce qui fait que, de toute façon, maintenant, on se balade. Tu sais, les rappeurs américains, ils se baladent avec le froc qui tombe, tu sais, comme les prisonniers. C'est nous qui devrions nous balader avec le pantalon descendu, parce qu'on n'est plus des hommes. Voilà. C'est ça l'urgence. L'urgence, c'est laisser une société où un homme et une femme peuvent se balader dans la rue sans être humiliés par un voyou. C'est ça l'urgence. Pour moi, c'est ça l'urgence. Entre nous. Ensuite vient une autre urgence qui est de laisser une économie où il y a encore un ascenseur social. Parce que l'égalité, c'est juste pour les fumeurs de cannabis. Il n'y a pas d'égalité. Il y a une aspiration à la dignité. Il y a une égalité de droit, d'accord, mais pas l'égalité sociale. Impossible. Impossible. Il ne faut pas rêver. Enfin, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est donner la dignité à tout le monde. Par la redistribution, tout ça. Mais il ne faut pas. L'égalité, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est l'ascenseur social. Déjà ça. Or là, nous sommes dans une société où il y a de moins en moins l'ascenseur social. Ça, c'est une urgence pour moi. Parce qu'il faut qu'on sauve ceux qui ont du talent. Voilà. On ne va pas sauver tout le monde. Et si on ne sauve pas ceux qui ont du talent, on ne pourra pas aider les faibles. Parce qu'il faut que certains réussissent pour qu'ils puissent redistribuer. D'accord? Et après vient l'urgence, pas seulement climatique, c'est l'urgence comment dirais-je, de l'appartenance. On appartient à une planète qui est léguée par nos parents. Donc on appartient à une planète qu'il faut honorer, donc il ne faut pas pisser dedans le plastique, le carbone, tout ça, je veux bien. Il y a une fidélité, nous avons un devoir de loyauté au monde légué par nos parents, notamment les paysages. Et ça, ce n'est pas seulement le recyclage des déchets ou le diesel, c'est juste que Paris soit Paris, pas Bangkok, que Marrakech soit Marrakech, pas Ibiza. Moi, j'en veux autant aux abrutis qui ont saccagé Paris qu'aux irresponsables qui ont transformé Marrakech en une espèce de Las Vegas avec chameau. Il y a un devoir de loyauté à ce que nos parents nous ont légué. Ça ne veut pas dire qu'il faut stagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut congeler la société ou la ville. Ça veut dire que si tu veux faire des conneries, tu les fais loin. Tu vois, la Sagrada Familia, elle est moche, très moche. Mais elle n'est pas au cœur de Barcelone. À l'époque, c'était la banlieue, le quartier où elle est. Ça me va bien, tu veux faire des bêtises, tu les fais loin. Tu veux faire une ville moche, tu fais Cergy-Pontoise, loin. Moi, ça ne me gêne pas. C'est moche, c'est moche.
C'est ton problème. Mais tu touches pas à Fontainebleau. Là, j'ai appris qu'ils sont en train de mettre des facs, des campus à Fontainebleau. Mais tu n'as pas le droit de faire ça à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est des murs qu'il ne faut pas toucher. Et c'est aussi un mode de vie. Tu vois? Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est ce moment-là, vécu ce dimanche. Après une nuit mal dormie. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait concerné. Je ne suis pas touché par le deuil profondément, même si ma belle-mère était une femme assez extraordinaire. Alors, son mari était d'origine. Enfin bon, son grand-père était juif d'Europe de l'Est et sa grand-mère était italienne. Donc il y a eu un mélange. Ils ont fui l'Europe de l'Est, la partie juive de la famille, avant Hitler, hein. Pour rassurer tout le monde, ils sont arrivés dans les années 1915-18, fuyant, si ma mémoire est bonne, l'Autriche ou l'Allemagne. L'Autriche, je crois. Voilà. Et dans le chemin vers le Brésil, le billet a été payé par un être humain. C'est-à-dire que ils ont fui vraiment un pogrom, paraît-il. Je crois que c'était en Autriche. Enfin, dans l'Empire, c'était l'Empire austro-hongrois. On dit l'Autriche, maintenant c'est microscopique. Mais à l'époque, l'Empire austro-hongrois, c'était Lviv en Ukraine. C'était la Serbie. Bon. Mais je crois que c'était plutôt du côté germanique de l'Empire austro-hongrois. Donc, ils sont partis, ils n'avaient rien, hein. Ils ont ils ont fui le pogrom et ils ont donné une fille. Ils ont donné une fille au capitaine du navire, qui l'a emmené à Buenos Aires et il les a déposés à Itajaí, au sud du Brésil. Voilà. Donc, si c'est pour pleurnicher, toutes les familles brésiliennes ont de quoi pleurnicher, hein. Là, je pars sur le sujet de la repentance. Si c'est pour pleurnicher l'esclavage, les Noirs d'Afrique, tout ça, je veux dire, est-ce que ce cas-là ne vaut pas l'esclavage? Voilà. Dans une échelle de Richter du malheur. Est-ce que cette nana-là ne peut pas, cette famille-là ne peut pas dire, voilà le prix qu'on a payé. On a donné une fille, une vierge, pour venir au Brésil. Pourtant, personne ici ne demande de la réparation. Moi, la famille de ma femme ne demande pas la réparation aux Allemands ou je ne sais pas quoi, ou au gouvernement brésilien. Non, rien. 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 Ils ont tout refait. Ils ont refait des biens, ils ont refait une vie, ils ont refait souche, ils ont tourné la page. Tourné la page. Voilà. Et tu entends ici, au Brésil, maintenant, on a le woke qui arrive, qui est déjà arrivé, on te dit oui. Et le traumatisme des Africains, des Yoruba, transférés au Brésil malgré eux. Mais mon gars, ça s'est passé il y a 200 ans, 300 ans. Si tu ne t'en remets pas, c'est que tu as un problème. Parce que d'autres sont remis. J'ai des cas comme ça, mais plein des cas comme ça. Voilà. Voilà, j'ai envie de dire, tout est politique parce que, voilà, une biographie comme ça, une histoire familiale, voilà ce qu'elle donne. Et encore, on n'a pas creusé, hein. Et tout est politique, comment dirais-je, et il ne faut pas tout politiser en même temps. C'est-à-dire, tout est politique, bien sûr, mais il ne faut pas aller très loin dans le monde des pensées magiques, des pensées politiques. Non, le changement climatique, ce matin, moi, je m'en fous, sincèrement. Là, au cimetière Sao Paulo, mon problème, c'était de défendre ma famille, que je ne fais pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, je redis, au risque d'être lourd, à la jeunesse d'aujourd'hui, remontez votre froc, parce qu'il est en bas, hein. Et après, on verra le climat. Ou en même temps. On peut être multitâche. D'accord? Nous avons de l'informatique maintenant. On peut gérer plusieurs projets en même temps. Il n'y a pas que le climat. D'accord? Vous voulez... Bon, je pense que j'ai été assez clair. Allez, à demain. Partagez s'il vous plaît cette vidéo. Et si vous êtes croyant de n'importe quelle religion, priez pour Elsa qui nous a quittés. Elsa qui avait beaucoup de sens de l'humour parce que quand, tu sais, hein, les gens sont bien éduqués. Quand j'allais la voir, elle me disait, bon, au début maintenant, au début, elle me dit, est-ce que tu manges du porc? Et moi, je lui dis, bien sûr. Enfin, je fais dire à sa fille, bien sûr. Ou sa fille lui dit, bien sûr. Et le jour J, il fait du porc et tout. Et je lui dis, mais non, je suis musulman, je ne mange pas de porc. Moi, c'est une blague que je fais souvent. Et il était catastrophé. Bon. Donc, c'est une blague que je lui faisais. Après, je lui dis, moi, j'adore. Je lui dis, faites-moi moins de porc, faites-moi de l'agneau. Parce que moi, je suis un Marocain. On appelle ça le haouli. On aime l'agneau. Il n'y a pas d'agneau au Brésil. Moi, je n'ai pas réfléchi. L'agneau vient du Chili. Parce qu'ici, il pleut trop, il n'y a pas d'agneau. Elle m'a fait de l'agneau. Elle l'a trop salé, j'ai rien dit. Alors, j'ai mangé un agneau ultra salé, mais bon. Donc, je remercie la défunte Elsa. À demain, ciao.